Merci pour votre invitation. Je suis très intéressé de rencontrer des communautés scientifiques dont je ne procède pas pour ne pas mettre en place une politique de sciences ouvertes que je conseille à la ministre et au directeur général, qui serait hors sol et qui s'appliquerait qu'aux disciplines que j'ai connues historiquement. Et donc, je fais le tour d'un certain nombre d'établissements qui sont plus éloignés de mes compétences d'origine. Je suis allé voir Ifremer, toutes les installations de résonance magnétique nucléaire et d'autres établissements pour essayer d'apprendre de vous. Donc, je viens vous raconter ce qu'on essaie de faire, mais aussi j'ai besoin de comprendre où vous en êtes et ce que vous pouvez faire du concept de sciences ouvertes. Alors, il y aura peut-être des surprises, parce que normalement, il y avait une page de garde qui annonçait le sujet, et donc il est possible que les diapositives que j'ai là ne soient pas celles que j'avais imaginé vous avoir envoyées, et donc ce ne sera peut-être pas exactement ce que j'avais prévu, mais bon, je m'adapterai. Donc, la ministre de la Recherche, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, a lancé le 4 juillet 2018 le Plan national pour la science ouverte. Alors, la science ouverte, c'est rien d'autre que l'ouverture des publications, autant que possible des données, et d'une façon plus générale des processus, donc notamment le code source, mais aussi toutes les méthodologies qui sont sous-jacentes et qui sont en général considérées comme étant la boîte noire de la recherche. Donc on essaye de faire sortir d'une forme de discrétion, de secret ou de confidentialité l'ensemble des productions des chercheurs à l'intérieur d'un cadre qui est un cadre à la fois législatif et européen, puisqu'il y a un mouvement mondial de la science ouverte, comme ça a été dit. Je vais un peu vous en raconter les prodromes, puisque quand je suis arrivé au ministère de la Recherche en juin 2017, la première chose qu'on m'a dit, c'est que ça serait comme la blockchain, la science ouverte, on n'en parlerait plus dans 6 mois. On parle moins de la blockchain, et ça va continuer à baisser, mais de la science ouverte, on va encore en parler pendant 20 ou 30 ans. En tout cas, c'est ma conviction. Alors, pourquoi est-ce qu'on essaie de développer une politique de science ouverte? On a 3 raisons fondamentales. La première, c'est qu'avec de l'argent public, on doit rendre les résultats au public. C'est un principe fondamental qui est celui des missions de service public qui est inscrit dans la loi, j'y reviendrai. La deuxième raison pour laquelle on développe une politique de sciences ouvertes, c'est qu'on pense qu'on aura une recherche de meilleure qualité si on ouvre la boîte noire de la recherche. Et la troisième raison, c'est qu'une science plus ouverte est plus accessible à la société, et donc elle est plus facile à connecter avec la société dans son ensemble, et notamment dans un cadre de crise de confiance de la recherche. Il nous semble qu'on a une obligation de plus grande transparence. Alors ces 3 raisons sont des raisons un peu macro, sur lesquelles on pourra revenir, mais il y a des raisons d'ordre plus précis, plus de détails, mais qui sont plus faciles à mobiliser en termes de politique. La première raison pour laquelle on ouvre, et ici on ouvre les publications, parce qu'après il faudra rentrer dans le détail, qu'est-ce qu'on ouvre, à quel niveau, etc. Je vais passer du temps à nuancer. Mon intervention s'appelait « Pourquoi, comment, jusqu'où ». Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander d'ouvrir les secrets industriels et de défense. La première raison, donc on va d'abord distinguer toujours systématiquement dans la science ouverte l'ouverture des publications, de l'ouverture ou du partage, ou de l'absence de partage des données. Donc la première raison pour laquelle on veut développer la science ouverte, c'est que chaque fois qu'on ouvre les publications, on a plus d'impact. On a plus de lectures, on a plus de lecteurs et on a plus de citations. Il y a des dizaines d'études qui le démontrent. Et donc, on l'a démontré pour les publications, et je vais y revenir. On est en train de détecter des phénomènes similaires pour les données, mais on est plus immature sur le sujet. La deuxième raison, c'est que, en fait, la recherche publique, je parle bien de recherche publique, on ne parle pas d'ouvrir les données de recherche de Peugeot ou de Safran. La recherche publique, elle est financée. Si l'ANR finance un programme de recherche 100 000 € et qu'elle donne lieu à un article, si les publications sont fermées, c'est-à-dire si elles sont accessibles sous abonnement, en fait, la dépense a déjà eu lieu pour l'État. Et ce qu'on est en train de bloquer, c'est juste le dernier kilomètre d'une grande chaîne logistique de la recherche qui n'est pas optimisée parce que son impact est minimisé par le fait qu'il y a des abonnements et non pas un accès ouvert universel à tout le monde. Donc, on essaie de débloquer juste le tout dernier moment du processus scientifique et celui de la publication, et qui couvre un... Excusez-moi, je suis obligé de vous couper de Toulouse. Est-ce que vous pouvez vous approcher du pupitre? On ne vous entend pas bien du tout. Normalement, j'ai un micro là, mais est-ce que là, c'est mieux? Ouais. Voilà, je préfère parler avec... J'ai un petit peu, pas trop. Voilà, désolé pour... Non, avec plaisir, mais du coup, je suis moins près de vous. Vous savez que j'ai un... Bref, je vais m'accouder, du coup. Donc, la deuxième raison, c'est ça. C'est qu'en fait, l'effort essentiel de la recherche, il est fait. On est en train d'essayer de travailler sur le dernier kilomètre du processus scientifique.
celui de la publication. Il y a une raison qui vient de l'Union européenne, qui est portée par l'Union européenne depuis 2012, qui est qu'il y a une efficacité économique à ouvrir les publications. L'Union européenne dit « je dépense dans H2020 70 milliards d'euros ». Quand je fais des publications dans les systèmes de publication traditionnels, je n'ai que deux publics, les grandes universités et les grands groupes. Et ce que veut faire l'innovation européenne, c'est irriguer l'ensemble du secteur de l'innovation, et donc en particulier les petites organisations, les PME et les collectivités, les ONG, etc., qui n'ont pas accès à la littérature scientifique. Alors, beaucoup de gens me disent que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de problème de l'accès. Je vais y revenir dans 2-3 minutes. Donc, l'Union européenne a mis en place une obligation d'accès ouvert à tous les résultats scientifiques qu'elle finance, au titre principal de l'efficacité économique de sa recherche scientifique. La quatrième raison, c'est que, en gros, dans un environnement où les publications sont difficiles d'accès et où les données ne sont pas du tout accessibles, il y a un vrai risque d'efforts dupliqués, de redondance des efforts, alors que la science devrait être une science cumulative, c'est-à-dire une science dans laquelle on est les nains sur les épaules des géants, ce qui nécessite qu'on ait accès aux géants. Les géants, c'est les publications et les données. Si tout ça est difficile d'accès, impossible d'accès, évidemment, on va refaire, dans le meilleur des cas, des choses qu'on a déjà faites sans le savoir. Et puis, on a de plus en plus des exigences d'éthique, d'intégrité et de transparence qui nous sont demandées et redemandées à la fois par la société et par les acteurs. Je ne vous redis pas, si je vais vous le dire, qu'on est face à une crise assez importante de la science. Il y a un certain nombre de disciplines dans lesquelles des entreprises de reproductibilité ont été testées sur un grand nombre d'expériences qui ont donné des mauvais résultats, voire de très mauvais résultats. Et on voit émerger une augmentation très forte des rétractations. C'est-à-dire que ce qui était, il y a 30 ans, un phénomène mineur, c'est-à-dire des retraits de publications qui ont été acceptés, évalués par les pairs, publiés, etc., reconnus comme des résultats, qui 5, 10, 15, 20 ans plus tard sont retirés des revues les plus prestigieuses. Et ça, c'est une des choses que vous avez soulevées tout à l'heure en disant que le système s'était un peu emballé. Il y a notamment eu un changement total d'échelle et de démographie de la recherche scientifique mondiale qui a fait qu'il y a eu un peu une course à la quantité sur laquelle on a aujourd'hui, on doit rendre des comptes. Et puis, il y a un dernier argument qui est la conservation. La science ouverte peut être vue comme étant une injonction top-down imposée par un bureaucrate qui ne comprend pas ce que c'est que la recherche scientifique. Mais ce que nous, on constate, en particulier sur les données, c'est que le premier bénéficiaire de la science ouverte, c'est le chercheur lui-même qui, 10 ans plus tard, retrouve ces données parce qu'il les a partagées avec des tiers, voire il les a ouvertes. Je reviendrai sur ce point aussi. Alors, on me dit beaucoup qu'il n'y a pas de crise de l'accès, c'est-à-dire que mais ceux qui ont besoin, dans mon secteur super spécialisé, ceux qui ont besoin d'accéder à la littérature scientifique, ils y ont accès. Alors en fait, il y a une crise, une grave crise de l'accès. Ça, c'est une carte des consultations de SciHub, le site pirate que vous connaissez sûrement, qui a été faite par le magazine Science, qui a mesuré les accès à SciHub, parce que SciHub a donné en accès presque ouvert les données de log, ce que ne font pas les éditeurs par ailleurs, ce qui a permis de faire cette carte qui sont pour moi des hématomes cognitifs. Chaque fois que ça monte, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'accès sur une zone du territoire. Et le premier pays qui consulte le plus SciHub, c'est les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas la plus petite puissance scientifique. Et donc, chaque fois que les gens utilisent SciHub, c'est pour contourner le système existant qui ne leur donne pas un accès à ce qu'ils cherchent. Pourtant, on dépense 20 milliards d'euros à l'échelle mondiale pour faire fonctionner le système éditorial. Donc, il y a une bizarrerie. Il y a une autre raison, donc ça c'est une raison négative, c'est qu'on constate qu'il y a un certain nombre de gens qui sont obligés de procéder à du piratage pour avoir accès à la littérature scientifique. Évidemment, ce n'est pas le remède que nous proposons. Nous considérons qu'il y a là un élément diagnostique. Nous avons bien une maladie qui apparaît ici qu'il faut que nous traitions. Il y a une autre raison, c'est qu'on nous dit beaucoup la littérature scientifique, elle est compréhensible par 10 de mes collègues. Je les connais tous, je pourrais même leur envoyer par email. Ce que je fais est très pointu et inaccessible aux autres. Alors, ça fait 20 ans qu'on fait en masse, 30 ans qu'on fait en masse de la publication scientifique en accès ouvert. On commence à avoir quelques études sur les usages. Et les deux plus grandes plateformes d'Amérique latine, Cielo et Redalyc, qui couvrent des SHS et des STM, Sciences Techniques Médecine, montrent, d'abord, elles ont des fréquentations colossales, parce qu'elles sont en accès ouvert. Et il y a une étude massive sur des dizaines de milliers d'utilisateurs qui montre que c'est l'usage académique, c'est-à-dire les collègues, les chercheurs que nous sommes,
ne représente que 22 à 25% des usages. 55 points supplémentaires viennent des étudiants. Et environ 22, 27, 25, ça dépend des cas, des usages viennent du monde non académique et non étudiantin. Et là, dans cet environnement, 20 points viennent des professionnels, par exemple des juristes qui utilisent des articles de droit, par exemple des médecins qui ne sont pas dans les CHU, etc. Et puis des usages personnels aussi. Et ça, dans quasiment toutes les disciplines. Donc ça, c'est des résultats très nouveaux sur lesquels on pressentait que la science ouverte allait démocratiser l'accès au savoir, mais ça pouvait paraître comme étant une illusion, dans la mesure où effectivement ce qu'on produit est quand même technique, pointu, difficile d'accès, mais finalement, on a des résultats assez étonnants. On est aussi en train de démontrer ce qu'on pressentait, qu'il y aurait potentiellement des décloisonnements de la sérendipité et de l'émergence de ce qu'on appelle le lecteur inattendu. C'est-à-dire qu'on se disait qu'en ouvrant les publications, on allait produire des usages inattendus de populations auxquelles on ne pensait pas quand on a publié. Je vais vous donner un exemple, parce qu'on a très peu d'études outillées, solides, non doctrinaires sur le sujet. Sur la plateforme Open Edition que j'ai créée, dans laquelle il y a 550 revues aujourd'hui, qui est la plus grande plateforme européenne dans son secteur, on a réussi à détecter des usages d'entreprises. Aucune de ces entreprises ne sont abonnées à notre plateforme parce qu'elle est en accès ouvert. Mais ce qu'on a réussi à montrer, c'est que des banques comme le Crédit Mutuel et même des avionneurs comme Dassault utilisent Open Edition. L'usage du Crédit Mutuel qui est ici correspond à 99 000 accès à peu près sur une période de 2 ans, sur 18 000 articles différents, qui couvrent en fait la même quantité d'usages que l'Université de Lausanne. Donc évidemment, nous qui publions de la philosophie, de la linguistique, de l'histoire, de la communication, on n'avait pas du tout imaginé qu'on intéresserait ou le Crédit Mutuel ou Dassault. Quand on regarde ce qu'ils lisent, on comprend en fait ce qu'ils font. Dassault, en fait, finalement, en réalité, on a sur Open Edition des articles sur la sécurité dans l'aviation, sur le terrorisme, etc. Le Crédit Mutuel, on a beaucoup d'articles de statistiques, de méthodes statistiques sur l'actuariat, etc. Enfin, finalement, on découvre que des disciplines dont on considère que c'est le dernier des Mohicans qui servent à personne, et, si ce n'est aux philosophes érudits, sont utilisées par le secteur économique qui n'utilise pas que des STM. Et ça, c'est uniquement grâce à l'accès ouvert. Parce que moi-même, qui ai fondé cette plateforme, je ne savais pas que nous avions des articles sur la sécurité dans l'aviation, mais Dassault l'a trouvé. Il l'a trouvé pas parce que je lui ai dit, il l'a trouvé parce qu'il l'a demandé à Google Scholar ou à Google. Et donc là, il y a eu ces phénomènes de maximisation de l'impact d'une littérature scientifique qui était cloisonnée dans un secteur disciplinaire et qui là est décloisonnée par Internet. Voilà, on commence à arriver à le démontrer sur un certain nombre de secteurs, mais on a trop peu d'études, puisque la plupart des études portent sur les mesures d'impact de citation et pas sur les mesures d'usage, qui posent plein de problèmes méthodologiques par ailleurs. Alors, ce que je voulais essayer de vous montrer maintenant, c'est que cette idée qu'on a eue, elle ne date pas d'hier. Ce n'est pas une mode d'il y a 6 mois ou de ce gouvernement. Il y a eu 3 décennies, la décennie 90, 2000 et 2010. La décennie 1990, que j'appelle la décennie pratique, elle est née en 91 avec la création, je vais me redéplacer, d'Archive, que vous connaissez, je vois que certains connaissent, puisque c'est évidemment l'archive ouverte la plus connue au monde, physique, mathématiques principalement, et qui répond à un problème pratique qu'avaient les physiciens. Les revues étaient trop lentes, ils avaient besoin de s'échanger entre eux les tirs à part avant la publication. Ils se les envoyaient par email, ils se sont finalement dit que faire un serveur entre eux, ce serait plus pratique, et ça s'est appelé Archive. Voilà. Et en fait, dans les années 90, Yellow, Open Edition, Open Journal System, etc., répondent toujours à ce même problème. Des chercheurs ont un problème, ils cherchent à améliorer le système, ils créent un outil, c'est une technologie, une solution pratique et un problème pratique. Ensuite, se greffe par-dessus un discours politique, militant, on pourrait dire, avec notamment la déclaration de Budapest, la création de Public Library of Science en biologie, et un certain nombre d'autres déclarations, la déclaration de Berlin. Donc là émerge la notion d'accès ouvert, le mot accès ouvert émerge en 2002, puis la science ouverte émerge plus tard. Et une décennie politique au sens où des chercheurs deviennent des militants de la science ouverte, qui n'avaient pas encore ce nom-là. Et puis la décennie des politiques publiques, c'est les années 2010, les années que nous sommes en train de clôturer ou de prolonger, qui est marquée principalement par la recommandation européenne de 2012 qui dit « Moi, je vais rendre obligatoire la publication en accès ouvert de toutes les recherches que je finance et je demande aux États de l'Union européenne de faire de même. » Qu'est-ce qu'ont fait les États? Ils n'en ont rien fait, mais l'Union européenne l'a fait pour l'ERC et pour H2020. En 2016, du coup, le Conseil européen de compétitivité, constatant
l'absence d'évolution et adhérents au projet, lance l'Amsterdam Call for Action on Open Science, disant bon, il faut arrêter les grandes déclarations des années 2000, il faut faire des actions, des implémentations concrètes. Nous demandons aux États de construire des plans nationaux pour la science verte, ce qu'a fait les Pays-Bas dans la foulée. Et la France n'a pas fait un plan national tout de suite, elle a fait une loi pour une république numérique, dont je vais vous parler de 2 articles qui sont fondamentaux dans notre contexte. Et en 2018, la France lance le plan national pour la science verte. Donc, obéissant d'une certaine façon à la demande de l'Union européenne, mais étant victime consentante. Et je passe sur les détails. Sur les données ouvertes, là aussi, c'est plus récent, mais ça a une histoire. Et ça commence en 1789. En 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit que la société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration. Et c'est ça qui est le fondement de l'ouverture des données. En 1966, les Américains lancent le Freedom of Information Act, qui est cette idée que tout le monde peut demander à une administration publique américaine des documents qu'elle détient. La France crée la Commission d'accès aux documents administratifs en 1978. Et puis, dans les années 2000, naissent les doctrines d'ouverture des données publiques. On ne parle pas de données de la recherche, des données publiques en général, avec la rencontre des Sébastopol et la recommandation de l'OCDE qui dit que les données de la recherche publique, toujours publique, devraient être ouvertes par défaut. Recommandation que personne n'a repérée à cette époque-là, qui n'a pas eu un grand impact dans notre communauté. Les 70 pays de la planète créent l'OGP, Partenariat pour un gouvernement ouvert, pour accentuer la transparence de l'action publique dans laquelle il y a une dimension science ouverte. Moi, je n'entre pas dans le détail. Pour nous, ce qui compte, c'est la loi d'octobre 2016, la loi pour une république numérique, qui dit 2 choses. Elle vous donne, vous, chercheurs, un nouveau droit. Vous savez que quand vous signez avec un éditeur, en général, vous faites une cession de droit exclusive à cet éditeur, sur en tout cas pour les droits patrimoniaux. La loi, l'article 30, vous dit que même si vous avez cédé par contrat l'exclusivité de diffusion à un éditeur, vous en récupérez une partie au bout de 6 mois si vous êtes en STM, ce qui est votre cas, et 12 mois si vous êtes en SHS. Ça vous autorise, au bout de 6 mois après la publication, de déposer dans une archive ouverte, même si le contrat dit le contraire. Plus précisément, la loi dit que l'article du contrat qui dit le contraire est réputé non écrit. C'est-à-dire que la loi le barre. Il n'existe pas. Donc vous avez un droit supplémentaire, pas une obligation, un droit supplémentaire. Et il y a une chose supplémentaire qui est arrivée sur les données, qui est une nouvelle obligation. Et cette obligation touche tous les acteurs publics. Et là, elle ne touche pas les particuliers, les chercheurs en tant qu'individus. En tant qu'individu chercheur, vous avez une exception au régime du droit d'auteur des fonctionnaires. Les fonctionnaires qui produisent des documents, des rapports, des études, etc., ce qu'ils produisent ne leur appartient pas, il appartient à l'employeur, à l'État. Sauf pour les chercheurs, pour lesquels les articles et les livres sont leur propriété. C'est une exception. Pour les données, ce n'est pas la même chose. Pour les données, on est dans le régime juridique général, c'est-à-dire les données appartiennent non pas aux chercheurs, mais aux financeurs, donc souvent l'employeur, parfois en une combinaison. Et l'article 6 définit, comme l'OCDE l'avait demandé en 2007, que désormais, pour la France, le principe serait d'ouverture par défaut pour toutes les données administratives. Et les données de la recherche sont considérées comme des données administratives. Encore une fois, on est dans le cadre de missions de service public, et quand on fait un contrat avec un industriel, on n'est pas dans le contexte de mission de service public et on n'est pas assujetti à cet article. Cela porte sur les données achevées, c'est-à-dire vous ne devez pas les ouvrir au moment où vous êtes en train de les construire. La loi dit que vous devez les ouvrir quand elles sont achevées. Qu'est-ce que ça veut dire achevé? C'est à chaque communauté scientifique de définir ce qu'elle considère comme étant une donnée achevée. Je vous donne tout de suite, en général, cette slide, je la mets tout à la fin, mais dans le contexte qui est le vôtre, je pense qu'il faut le mettre tout au début. Pour vous lister, on a publié un guide juridique d'ouverture des données de la recherche qui liste l'ensemble des exceptions à l'article 6 qui dit que vous devez ouvrir par défaut. Et vous voyez, je ne vais pas vous les lire toutes, mais vous les reconnaissez. Et donc, vous avez tout un tas d'exceptions qui vous permettent de désactiver l'obligation. Donc,
le législateur ne s'est pas levé un matin avec du muscadet ou du rhum et il n'a pas écrit la loi sous emprise de la drogue. Il a écrit la loi en disant l'ouverture devrait être le principe par défaut et le principe désormais par défaut, et il y aura tout un tas d'exceptions légitimes sur lesquelles s'appuieront les établissements pour ouvrir ou ne pas ouvrir ce nombre de données. Qu'elles soient personnelles, médicales ou industrielles, ou représentant un risque pour la protection du potentiel scientifique et technique de la nation dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on a donc dit qu'il y a des différents registres de données et qu'il va falloir développer une politique. Quand on a proposé le plan national pour la science ouverte, on l'a proposé en COMOP, le comité opérationnel recherche, qui est sous présidence de la ministre de la Recherche. De tous les ministères qui ont une activité de recherche, qui pilotent une activité de recherche, ont été réunis par la ministre. Alors, on leur a proposé la substantifique moelle du plan national pour la science ouverte. Et il y avait le ministère des Armées. Il n'y a qu'un ministère qui s'est opposé au plan. Je ne dirai pas lequel parce que je n'en ai pas le droit. Et je peux vous dire que ce n'est pas le ministère des Armées. Le ministère des Armées a voté en faveur, dans cette réunion, du plan national pour la science ouverte. Sachant que le secret défense, les secrets industriels, etc., étant protégés, ça n'altérerait pas sa politique et qu'au contraire, pour la partie purement scientifique de sciences fondamentales, il y adhérait complètement. Donc ça, c'est une information que je vous transmets, puisque moi-même, je m'attendais à des attaques d'un certain nombre de ministères, et les deux premiers auxquels je pensais, c'était des attaques ou des réticences, ministère des Armées et ministère de la Culture. Ces deux ministères nous ont dit, allez-y, ça a du sens, il faut continuer dans cette direction, et ils voyaient bien qu'on allait le faire de façon raisonnable. Le plan national pour la science ouverte se décline en 3 axes. Le premier axe, c'est l'ouverture générale des publications. Le deuxième axe, c'est la structuration et, le cas échéant, l'ouverture des données. Et le troisième axe, c'est un axe de transformation. Donc la ministre dit la recherche scientifique est un bien commun que nous devons partager avec tous, en particulier pour les publications. Si ce sont des publications, elles sont publiques, c'est dans le mot, c'est dans le nom. Donc il n'y a aucune raison de s'opposer à l'ouverture de publication. L'ouverture de publication, c'est juste enlever l'abonnement. Ça ne change rien au statut. Ce n'est pas un écrit, une publication. Si c'est un rapport secret de la littérature grecque, ce n'est pas une publication. Et donc, il n'y a pas une obligation d'ouverture de la publication. Mais si, puisque ça n'en est pas une, mais si c'est une publication, c'est-à-dire s'il est public pour des gens juste sous abonnement, elle a vocation à être ouverte complètement. Alors, 3 mesures principales. Il y a une cinquantaine de mesures, mais je ne vais pas vous assommer, et même ça, je vais aller vite. On a décidé de rendre obligatoire dans toutes les agences de financement rendre obligatoire la publication en accès ouvert de tous les résultats, donc publication. Et donc, non seulement l'Agence nationale de la recherche le fait, mais sont en train de le faire les autres agences et les organismes qui ont des financements par projet. Donc, le financement par projet doit mettre en place une obligation de publication en accès ouvert. On crée un fonds pour la science ouverte, je vais y revenir, et on soutient l'archive ouverte nationale HAL que vous connaissez sans doute. On a créé un baromètre de la science ouverte, parce que quand je suis arrivé au ministère, on ne savait pas où on en était en termes de publication en accès ouvert en France. Et entre les observateurs, on avait entre 10 et 50%, 25, etc. On vient de publier le baromètre 2019 pour des données publiées, les articles publiés en 2018, on est à 49%. On a gagné 8 points en un an. Donc c'est absolument considérable. Ça nous approche très sérieusement du peloton de tête européen. Et pour 2017, on a gagné 10 points, puisqu'on avait on a mesuré en 2018 pour 2017, et on a mesuré en 2019 pour les publications de 2017. Et en un an, on a gagné, avec une année de décalage, 10 points d'ouverture. Donc ça veut dire qu'on a fait la moitié du chemin en 30 ans, depuis 1991. Donc est-ce qu'on arrivera à faire la suite en 30 ans ou en moins? Évidemment, vous pensez bien qu'on espère qu'on ira un tout petit peu plus vite, mais ce n'est pas nous qui décidons. La façon dont c'est distribué, c'est... Il y a plusieurs voies pour aller en accès ouvert, mais la principale, c'est publier dans une revue en accès ouvert ou publier dans une archive ouverte. Ce que vous voyez, c'est que 21% de la publication, 21 points sont publiés dans une revue en accès ouvert, 16 points dans une archive ouverte et 12 points dans les deux, dans une revue ouverte et dans une archive ouverte. Nous, on a décidé de ne choisir aucune de ces voies et de les privilégier toutes. Parce que disciplinairement, chaque discipline a sa culture et nous, on n'est pas là pour demander aux disciplines de changer de culture. Donc voilà la ventilation disciplinaire de ce qu'on a réussi à mesurer sur les 150 000 articles et ouvrages publiés en France en 2018. J'ai mis des étoiles là où je pensais que vous étiez plus concernés. J'espère que je ne me trompe pas. Mais donc vous voyez que vous êtes probablement dans le peloton de tête et dans le peloton de queue si je ne me trompe pas disciplinairement.
Et vous voyez, moi, je ne suis pas glorieux, hein, je suis malgré 20 ans de travail, donc vous voyez qu'il reste du travail. Donc, les mathématiciens sont loin devant avec les physiciens, parce que c'est avec eux qu'est né Archive, etc. Et qu'ils ont répondu à un problème pratique par une solution pratique qui a atteint quasiment, enfin un taux très élevé, 71%. Cela dit, quand on discute avec eux, ils vous disent que c'est 100%, donc on voit bien que même dans les disciplines les plus avancées, il reste encore du travail. Et ce que vous voyez, c'est la ventilation disciplinaire, elle est très variable. Le choix entre aller dans un éditeur en accès ouvert ou sur une archi ouverte dépend beaucoup de la discipline. On a créé un Fonds national pour la science ouverte qui va soutenir le développement de ce qu'on appelle la bibliodiversité. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails de l'analyse de la situation du paysage éditorial mondial, mais je résume notre politique en un seul mot, bibliodiversité. La concentration éditoriale a atteint un niveau tel qu'on n'a plus aucun contrôle sur le système. Donc on ne souhaite pas du tout fragiliser ou détruire les 5 grands éditeurs mondiaux. On considère, et on leur dit les yeux dans les yeux quand on les rencontre, qu'ils ont acquis une place trop forte et que l'écosystème n'est plus régulé et que donc on a besoin de plus de diversité dans les acteurs. Et donc on doit favoriser des revues qui quittent ces éditeurs, il y en a déjà des centaines qui l'ont fait. On doit favoriser l'émergence de nouvelles revues, comme on en a connu de grands succès comme Public Library of Science et d'autres, et d'éditeurs de taille intermédiaire. Donc pour ça, on apporte un fonds, le Fonds national pour la science ouverte, pour soutenir ces initiatives d'édition. Si vous cherchez une revue en accès ouvert, vous avez un répertoire qui s'appelle le DOAJ, qui en répercute 14 200, qui sont toutes évaluées par les pairs. Donc c'est une liste blanche de revues en accès ouvert. Donc j'ai eu accès à l'enquête à laquelle vous avez répondu pour Couperin, et j'ai vu qu'il y avait parmi les questions, dans les retours de qualité qu'il y a eu de la part de vous ou de vos collègues, notamment cette question, mais en fait, dans mon secteur, il n'y a pas de revue en accès ouvert. C'est possible, mais peut-être qu'il y en a. Bon, il faut voir. Et puis, il y a plusieurs niveaux d'ouverture. Il y a des revues hybrides. Et même si votre revue n'est pas en accès ouvert, ce n'est pas grave. Vous pouvez, grâce à la loi, avec 6 mois de retard, publier en accès ouvert dans l'archive ouverte. Donc, en fait, on ne vous oblige pas à changer de revue. Surtout pas. Deuxième axe, les données, qui est la matière plus compliquée, je pense. Donc, c'est pour ça que j'aurais pu parler 2 heures sur les publications. C'est un sujet très complexe. Mais je voudrais passer un peu plus de temps sur les données. Les données de la recherche sont la matière première de la connaissance et partager, c'est ouvrir de nouvelles perspectives scientifiques. C'est notre conviction. Alors, on a été obligé de mettre un article 4 qui dit qu'on va rendre obligatoire l'ouverture des données sur projet, puisqu'en fait, c'est la loi. On va créer la fonction d'administrateur ministériel des données et favoriser les données associées aux articles. Parce que le premier niveau, en fait, on n'y arrivera pas, en fait. C'est-à-dire demander aux chercheurs qui ont construit depuis 20 ans des bases de données sans jamais penser à les ouvrir et on leur demander de but en blanc demain de les ouvrir. Ce n'est ni faisable techniquement, ni juridiquement, ni organisationnellement, ni psychologiquement. Enfin, il n'y a pas beaucoup de façons d'y arriver. En revanche, au moment où vous publiez, vous avez l'habitude de publier des données associées, notamment des figures, des tableaux, etc. Il faut qu'on commence par ça. Et on va aussi recommander la publication de data papers, d'articles de données, qui sont des articles évalués par les pairs, qui décrivent la façon dont vous avez construit les données pour leur donner une reconnaissance scientifique, comme pour un article scientifique en tant que tel. Alors, souvent on me dit que l'accès ouvert aux données, c'est beaucoup d'argent dépensé et un résultat médiocre. Alors, ça va dépendre des disciplines, hein, c'est franchement extrêmement variable, mais on a un certain nombre de cas où ça marche et où on a beaucoup de recul. Et le cas le plus emblématique, c'est l'astronomie, qui a décidé de mettre en place un embargo d'1 année entre l'observation et la diffusion en accès ouvert des données. C'est la communauté scientifique qui a décidé ça. Donc les articles, je ne peux pas bouger, les articles, attendez, je vais essayer d'avoir un pointeur. Voilà. Les articles qui sont publiés par le chercheur qui a produit l'observation pendant la période d'embargo, c'est la première courbe. Tous les autres s'appuient sur des données notamment ouvertes. C'est-à-dire que si on en était resté à garder les données propriétaires simplement de la personne qui a fait l'observation, on aurait beaucoup moins de publications et une science beaucoup moins cumulative. Alors on comprend pourquoi ils l'ont fait, hein, c'est parce que c'est extrêmement cher, mais ils l'ont quand même fait et ça donne des résultats. On a plein d'autres cas, par exemple la sismologie, où finalement ils font de la science ouverte sans le savoir depuis très longtemps et sans le nommer comme ça.
parce que ça va plus vite, parce que c'est plus efficace, etc. Donc en fait, quand je creuse, finalement, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de pratiques d'ouverture que ce qu'on avait le sentiment au départ. Maintenant, ça, c'est les bonnes nouvelles, mais il y a aussi un certain nombre de catastrophes qui se produisent, et je suis obligé de le dire. En particulier, là, j'ai pris des exemples sur des données personnelles, mais on a une absence de contrôle de la diffusion des données dans un certain nombre de cas. Et il y a une étude anglaise qui s'est amusée à lister des centaines de cas d'absence de contrôle de la diffusion des données. Et ici, on a le cas de la diffusion auprès de tout un tas de centaines d'étudiants de données personnelles de 1700 personnes, des données médicales, par erreur. Si vous allez là, vous allez voir les privacy debacles, donc une liste monstrueuse de cas de vol de disques durs dans les coffres des voitures, etc. Bref, là, c'est de l'ouverture totalement involontaire, incontrôlée, extrêmement dangereuse. Et puis, on a un certain nombre d'études qui nous disent que la bibliothèque de données brûle. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a les données au moment où on publie, c'est à peu près le seul moment où on est sûr d'en disposer. Et petit à petit, la disponibilité des données décroît. Ça, ce n'est pas la disponibilité en accès ouvert, c'est la disponibilité abstraite, c'est-à-dire on a écrit au chercheur en lui demandant s'il avait encore les données. Ce n'est pas du tout gagné que s'il répond « je les ai », qu'il nous lui donne accès. Je ne parle pas d'ouverture des données, c'est-à-dire simplement de disponibilité des données. Cette disponibilité décroît selon les études dont nous disposons. On n'en dispose pas sur l'ensemble du spectre disciplinaire, mais on a quand même un problème, c'est que les données nous coûtent des centaines de milliers de millions d'euros par an et que finalement, elles disparaissent dans les disques durs ou dans les clés USB qui passent dans les machines à laver. C'est ce qu'on appelle les données de longue traîne, qui couvrent 80% des données que traite l'ensemble des disciplines. Donc pour ça, pour résoudre ce problème, pour réussir ce pari de la science ouverte et pour résoudre les problèmes que je viens de décrire, qui sont des problèmes d'incurie en fait, de gestion des données, il faut une gouvernance des données. Donc la gouvernance des données, en France, elle commence par l'administrateur général des données, un Chief Data Officer de l'État, qui est rattaché à Matignon, qui demande au ministère d'avoir des administrateurs ministériels des données, dans chaque ministère. Dans le ministère des Armées, j'ai cherché pour vous le DGNU, la Direction Générale du Numérique, assure cette fonction pour vous. Et nous, on a créé la fonction d'administrateur ministériel des données de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'innovation, qui va faire un certain nombre d'actions, mais je pense que je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Mais principalement, il va définir les politiques de gouvernance au niveau du ministère de la recherche. Il va être l'interlocuteur des autres Chief Data Officers, des autres ministères, parce que souvent, on commande des données avec plusieurs tutelles. À Ifremer, c'est le cas, c'est le ministère de l'Agriculture et de la Pêche qui commande de grandes collectes de données océaniques. Mais en fait, le ministère de la Recherche ne les finance pas, mais il y a une politique, il faut qu'on soit d'accord. Et ensuite, ce qui est le plus important encore, c'est que sur le terrain, dans les universités, dans les organismes, il y ait quelqu'un, un monsieur ou un madame données, monsieur ou madame gouvernance des données, qui répondent aux interrogations des chercheurs et qui les aident à définir une politique d'ouverture ou pas des données et de gestion. Donc là, on a besoin de professionnaliser en fait la gestion des données. C'est quand même fait à un certain nombre d'endroits de façon très sérieuse, mais globalement, pas en réseau. Et surtout, il y a des silos disciplinaires qui sont complètement à l'abandon. Alors, on l'a dit, la doctrine, c'est ouvert par défaut, c'est la loi, mais évidemment aussi ouvert que possible et aussi fermé que nécessaire. On va le répéter pour qu'il n'y ait pas de malentendu, surtout sur les données, sur les publications géniques, c'était une autre histoire. Et je voulais vous montrer ce qu'on appelle le data spectrum, pour vous montrer qu'en fait, l'ouverture, ce n'est pas un processus binaire ouvert-fermé. Donc là, c'est un exemple qui est créé par l'Open Data Institute sur des données grand public, mais on peut la transposer sûrement dans notre environnement. Les données fermées sont ici, par exemple, des données d'entreprise sur les résultats d'entreprise. Après, il y a la notion de shared, donc partagé, qui n'est pas open. Donc partagé, vous voyez qu'ici, vous avez des données auxquelles on donne accès seulement à des individus qui sont nommés, qu'on connaît. Par exemple, la liste des permis de conduire. Il y a des données qu'on partage un peu plus, donc c'est un gradient d'ouverture supplémentaire. Par exemple, des données médicales, de recherche médicale, où on fait une authentification à des groupes qui peuvent avoir accès à ces données. Et puis, on peut avoir ensuite partagé, mais pas complètement ouvert encore, qui sont des données d'accès public. Par exemple, il donne ici l'exemple du Twitter feed, mais qu'on n'a pas le droit de réutiliser. C'est-à-dire, on a le droit de le lire, on n'a pas le droit de le réutiliser. Et les données véritablement ouvertes, elles sont... il donne l'exemple des horaires de bus, donc évidemment, c'est très facile de les ouvrir.
où on peut non seulement les consulter gratuitement, mais en plus on peut aussi les réutiliser. Donc vous avez entre fermé et ouvert, vous avez un continuum qui s'appelle le partage. Et le partage, il est sous condition. Et donc tant qu'on ne sortira pas de la dichotomie ouvert-fermé, on n'arrivera pas à définir une politique sur les données, notamment dans des établissements aussi complexes que le vôtre. Et du coup, peut-être qu'il faudra réfléchir à ce gradient, notamment avec les questions de technologie et de disponibilité, ou d'autres choses. Mais ça, c'est vous qui saurez mieux que moi. Il existe un dispositif de sciences ouvertes en France qui s'appelle le CASD, qui met en place des accès très sécurisés à des données très sensibles, par exemple des données fiscales ou des données médicales nominatives individuelles, à l'intérieur, après passage devant le comité du secret qui dit s'il ouvre ou pas la possibilité à un chercheur d'avoir accès à ces données, et qui met en place un accès entièrement sécurisé à l'intérieur d'une box dans laquelle tout est contrôlé par le CASD. Et donc, là aussi, on est dans un dispositif de sciences ouvertes, puisqu'on augmente l'accessibilité des données, mais on les partage dans des conditions extrêmement strictes. C'est-à-dire qu'en fait, le chercheur ne récupère jamais les données sur une clé USB ou chez lui. Il peut juste en récupérer des synthèses, des agrégats. Le tout étant contrôlé. Et on est en train de travailler avec l'OCDE sur des recommandations dans ce domaine-là, puisqu'il y a des alliances internationales qui sont en train de se construire pour que des chercheurs belges, allemands et français puissent travailler sur les mêmes données ou sur des données transfrontalières. Donc c'est de plus en plus important dans le domaine de la médecine, mais il y a déjà 2 alliances en Europe, une alliance nordique et une alliance autour de la France, autour de l'ouverture, le partage de données sensibles comme ça. Évidemment, c'est très sécurisé. Un des axes de notre politique, c'est que sur la propriété intellectuelle, nous avons été extrêmement naïfs dans les années 70 et 80 quand nous avons, les unes après les autres, cédé nos revues à Elsevier, à Springer, etc. On aurait pu leur céder la gestion, comme on cède la gestion pendant 5 ans des eaux dans une commune, tout en ayant la propriété intellectuelle sur le titre, ce qu'on n'a en général pas fait. Donc, il n'y a aucun problème de faire de la délégation de service public si on peut récupérer. Sur les données, vous avez vu que le chercheur ne peut pas céder une donnée qu'il ne possède pas, elle appartient à son employeur, et donc c'est à l'employeur d'avoir une gouvernance des données solide et de ne pas être aussi naïf que ce que nous l'avons été pour les publications. Tous les pays qui développent, et en particulier l'Allemagne qui développe une stratégie sur les données, martèlent ce point-là. Ensuite, notre politique s'appuie sur l'idée qu'il faut prendre en compte ce qu'on appelle la longue traîne, parce que souvent, quand on parle données, le lendemain, on nous parle de big data, de très gros calculs, etc., ce qui est une dimension essentielle. Mais en fait, ce qu'il faut qu'on adresse, c'est l'ensemble du continuum des chercheurs, et pas du tout seulement un type d'objet, un type de données. C'est ce qu'on appelle la longue traîne des données. Il y a une littérature abondante sur le sujet, et cet ouvrage-là fait référence. Autre stratégie, c'est retenir une approche disciplinaire. Il n'est pas possible de demander aux biologistes d'appliquer les mêmes règles que les juristes. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas au ministère de la Recherche ou à quelconque ministère de définir d'en haut une stratégie de partage ou d'ouverture sur les données. Il faut qu'elle soit définie par les disciplines, idéalement à l'échelle internationale, en compatibilité évidemment avec les registres juridiques nationaux. Pour que ça se produise, tout ce processus de réduction de la boîte noire et d'ouverture de la boîte noire, il faut que les données deviennent des objets nobles. Si on ne peut pas citer des données, elles sortent, elles sont out of mind, comme le dit cet article. C'est-à-dire que si je les publie, j'ai fait beaucoup de travail pour les publier, quelqu'un va les réutiliser sans me créditer, et c'est lui qui va en récupérer tout le crédit. Donc il est absolument nécessaire qu'on développe des bonnes pratiques de citation de données. Et notamment, une des solutions, mais ce n'est pas la seule, il y en a beaucoup, il y a celle-ci qui est une norme qui dit, en fait, la notion d'auteur est une vieille notion qui date en gros du XVIIe siècle ou du XIXe, et on continue à avoir la notion d'auteur dans nos articles, alors qu'en fait, nous sommes des contributeurs. Et donc, y compris Elsevier a implémenté dans 1200 revues, il y a 15 jours, cette norme qui dit, vous pouvez décrire l'autorat de votre article à l'ancienne, premier auteur, deuxième auteur, troisième auteur, etc., ou bien en déclarant la contribution de chacun. Et donc, si quelqu'un a travaillé sur les données, vous pouvez créditer la personne au moment de l'article qui donne les résultats de la donnée. Donc ça, c'est fondamental pour que la production de code source soit reconnue comme une production scientifique, que la production de données soit reconnue comme une production scientifique. Et puis, le dernier argument qu'on a à notre disposition, c'est qu'on commence à avoir des études sur
les publications qui sont appareillées avec des données, c'est-à-dire qui publient des données associées. Il y a des disciplines comme l'économie où c'est quasiment devenu obligatoire. En génétique, c'est en amont que vous devez déposer le génome. Et donc, dans un certain nombre de disciplines, c'est généralisé. Ce qu'on a fait, c'est qu'ici, en biomédecine, ils ont regardé 400 000 articles et ils ont fait la distinction entre le nombre de citations de ceux qui ne sont pas appareillés, c'est-à-dire qui n'ont pas de données associées publiées, et ceux qui en ont. Il y a un écart considérable en termes d'impact de citation en faveur de ceux qui publient les données associées à leurs articles. C'est un peu contre-intuitif, c'est un résultat auquel je n'aurais pas prédit, mais en fait ça a du sens, parce que s'il y a les données, ça veut dire que, un, vous allez avoir plus confiance en l'article, et deux, vous allez pouvoir jouer avec la donnée, et donc vous rendre mieux compte de ce dont on parle. Et donc vous êtes beaucoup plus près du chercheur qui publie, et donc vous avez beaucoup plus confiance en lui, et ça a un impact en termes de citation, en tout cas dans ce secteur. C'est quand même une étude massive sur des centaines de milliers d'articles. Voilà. Alors, je voulais vous dire 2 mots sur le fait, les principes FAIR dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui sont un produit marketing, mais qui dit quelque chose quand même. FAIR, ça veut dire facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Ce sont des qualités qui sont attendues des données de la recherche à l'avenir. Je dis bien à l'avenir parce qu'il y a un certain nombre de disciplines qui font déjà des données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables, et puis d'autres qui ne le font pas du tout. Et donc on va les accompagner progressivement. La première chose à faire dans les 4 principes et les 16 sous-principes FAIR, c'est de donner un identifiant unique à un jeu de données. On est encore loin du compte dans un nombre d'endroits. Donc on va mettre du temps à mettre en œuvre ces principes, et il faut qu'on ait des entrepôts, des services numériques qui les mettent en œuvre avec nous. Si vous avez des questions, notamment comment est-ce qu'on définit un état de l'art, où en est l'état de l'art, il y a une alliance internationale qui s'appelle la RDA, que nous soutenons, qui a un chapitre français, qui développe des états de l'art dans les domaines disciplinaires. Donc il y a 8000 chercheurs qui sont membres de cette alliance. Par exemple, l'INRAE, il y a 2-3 ans, est venu dans cette alliance en disant « Nous, on a un problème de standard technique pour décrire les graines de céréales, les céréales. » Donc au lieu de définir leurs normes localement à l'échelle de l'INRAE, ils l'ont posé à l'échelle internationale dans la RDA. Nous, on apporte de l'accompagnement pour ça, pour que la discipline à l'échelle internationale puisse débattre du bon format adopté et qu'on n'entre pas dans la tour de Babel, parce que vous savez qu'une des difficultés, c'est vraiment, au-delà de l'ouverture, l'intelligibilité de la donnée, et donc en particulier la question de sa structuration. Le 3e axe, c'est la transformation. Je n'ai pas du tout de repère temporel ici, donc je vois que je vais accélérer donc, pour qu'on puisse avoir des discussions. Puis j'ai vu certaines personnes réagir, donc je pense qu'il y aura. On veut faire une transformation à tous les niveaux, local, national et international. Je ne vais pas entrer dans le détail. Simplement, sachez qu'on demande aux opérateurs qui sont sous notre tutelle, donc les universités et les organismes de recherche, de développer une politique de sciences ouvertes à leur échelle, qui est adaptée à leur situation. On a développé un certain nombre d'outils, par exemple DMPOPIDOR, qui est un outil qui vous permet de rédiger un plan de gestion de données, qui est un passage obligé dans un certain nombre d'environnements, à l'Union européenne ou à l'ANR désormais, qui vous permet de décrire la façon dont vous allez manger vos données, dont vous allez les construire. On a aussi développé des outils pédagogiques comme le site d'Oranum qui contient des petites capsules vidéo très simples de 3 minutes qui vous expliquent ce que c'est qu'un identifiant unique pour une donnée, etc. Donc c'est de l'initiation pour les données de la recherche. Voilà. Et on a construit le comité pour la science ouverte qui est composé de 300 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, etc., volontaires, donc si certains d'entre vous veulent le rejoindre, vous êtes les bienvenus, et qui discutent dans un forum de la science ouverte, et puis au-dessus, il y a des instances où on se réunit physiquement sur des sujets qui nous sont posés par les gens du forum ou par vous, pour essayer d'avancer collectivement à l'échelle nationale. Et tout au-dessus, il y a un comité de pilotage de la science ouverte qui est présidé par le directeur général et composé du président du CNRS, du président de l'INSERM, du président de la conférence des présidents d'université, etc. Voilà, on a un site qui s'appelle ouvrirlascience.fr dans lequel on essaye de recenser la documentation destinée à savoir où on en est sur un sujet qui est très mouvant, qui évolue très vite, qui se structure à l'échelle internationale, qui contient une bibliothèque de ressources et une newsletter. La bibliothèque de ressources qui contient le guide juridique dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, il est là-dedans.
Et puis, il y a une newsletter qu'on envoie chaque mois où on donne les actualités de la science ouverte en France et à l'étranger. Je n'ai pas eu le temps du tout de présenter les enjeux de structuration internationale sur lesquels nous travaillons, mais sachez que ce n'est pas du tout une stratégie franco-française. On est membre du groupe de travail du G7 sur la science ouverte, on est membre du groupe de travail de l'OCDE sur la science ouverte, et on travaille avec l'Union européenne et à construire une politique coordonnée pour que, notamment avec nos pays voisins, on puisse mutualiser un certain nombre de stratégies, d'outils et de solutions. Voilà, maintenant, si vous voulez me cuisiner, je suis à votre disposition.